ces maîtres de la rue. À l'époque, moi j'étais tout jeune, si on peut dire, hein, c'est-à-dire qu'en 68 j'avais 16 ans, et la vie je la voyais un peu à travers ma famille, à travers mes études, à travers ce que je disais, ce que je voyais à la télé. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'étais quand même dans un milieu qui était déjà, en moyenne, je m'en suis rendu compte après finalement, un petit peu politisé. Bon, dans ma famille quand même, enfin, j'avais eu un grand-oncle, une grande-tante qui avait été déportée et puis mort à Auschwitz, une autre tante déportée hein, qui était revenue, donc ma grand-mère qui faisait de la résistance, mon oncle qui était parti, disons, en Angleterre, disons, avec rejoindre De Gaulle, mes parents qui se planquaient, enfin donc tout ça, mais c'était très sobre, hein, c'est-à-dire ça prenait pas du tout un bout de place, mais ça faisait un peu un environnement et une vision quand même, tout ce qui était en gros le racisme, le fascisme, tout ça, c'était quand même quelque chose qui était bien présent. Donc voilà, je vivais un petit peu là-dedans. Et donc, à l'époque, j'avais 16 ans. Et puis, pour continuer, à la rentrée, avec quelques copains, moi j'étais en terminale, à la rentrée 67, on a décidé de créer un cercle de JC, Jeunesse communiste. Bon, avant, j'étais pas trop politisé, j'étais même, enfin pas trop politisé, j'étais plutôt sympathisant du PSU, des machins comme ça me semblait bien. Et puis là, on s'est dit, bon, on va s'organiser, on va faire quelque chose dans le bahut. Et donc, on a commencé. Un jour en plus, en descendant pour aller au lycée, hein, je vois une affiche avec le portrait de Guevara. Je crois que c'est une affiche du CVN à l'époque qui avait été sortie, en fait, après, disons, l'assassinat de Che Guevara. Donc il y avait un peu tout ce contexte-là qui faisait quand même qu'on se radicalisait, on avait envie d'agir, on avait envie de faire quelque chose. Et donc pendant toute l'année 67-68, on a essayé un petit peu d'animer des débats, une activité politique dans le lycée, mais c'était totalement autonome. Et puis en même temps, le contexte, évidemment, il y a tout ce qu'il y avait autour pour nous, mais qui était finalement plus culturel hein, que politique souvent. Hein. Puisque par exemple, toutes les questions 66-67, c'était aussi, pour ceux qui s'en souviennent, ou ceux qui ne le savent pas encore, il y avait, disons, une politique culturelle très particulière en France. Il y avait la religieuse qui avait été interdite, par exemple. Hein. Bon, de Diderot, quand même le film donc, de Rivette qui avait été interdit. Donc ça nous semblait vraiment... Enfin, c'était pour nous, disons, la concrétisation du fait qu'il y avait un monde qui n'allait pas. Un monde qui n'allait pas, contre lequel il fallait bouger là où on était, il fallait même bouger par rapport à des courants ou à des partis qui, selon nous, étaient quand même du bon côté, et puis il fallait bouger pour faire sauter, disons, un peu un carcan. On avait l'impression d'un carcan sur beaucoup de choses, et donc on avait pas mal de points, mais enfin on était dynamique, c'est-à-dire on voulait vraiment faire bouger les choses. Bon, donc, nous à l'époque, on était au lycée Saint-Charles, hein, qui malgré son nom est un lycée public, hein, mais un des lycées importants de Marseille, hein. Et donc c'est pour ça qu'on essayait, il y avait un lycée à côté qui était le lycée de jeunes filles qui s'appelait Longchamp, un autre lycée qui était Diderot. Et donc, c'est pour ça, nous, on essayait de vouloir un peu faire bouger les choses, avoir une action là-dessus. Et on cherchait même, c'est un peu ridicule, hein, mais à l'époque, je pense qu'on n'était pas les seuls, on cherchait un peu des points d'accroche, de trucs un peu différents. Par exemple, à l'époque, on écoutait Dylan, mais en même temps, on écoutait Brassens. On lisait Le Samoil, bon, qui était une petite feuille de chou de Pierre Dac, Francis Blanche. C'est-à-dire, on cherchait un peu tout ce qui pouvait être un petit peu des points d'appui, de réaction, d'un peu de révolte, disons, de ne pas se soumettre à un monde qui nous apparaissait quand même très rigide. C'est-à-dire très lourd, très rigide. Il y avait De Gaulle, il y avait Perfit, il y avait Royer. C'est-à-dire, il y avait une série de symboles qui, pour nous, étaient vraiment, disons, des poids lourds de la... On ne disait pas la réaction à l'époque, hein, mais de choses qui étaient lourdes. Donc, on avait vraiment l'impression qu'il fallait faire bouger tout ça. Et donc, et puis en même temps, on avait quand même un peu des échos de ce qui se passait au niveau international, qui faisait que ça bougeait. Mais tout ça encore, honnêtement, à l'époque, pour dire ce que je vivais moi, c'était encore un peu lointain. C'est-à-dire Guevara, moi, ça m'avait impressionné, quand même, ça m'avait marqué qu'il était assassiné. Il y avait ce genre de choses-là, mais même encore, bon, le Vietnam, ce genre de choses, on l'apprenait un petit peu, mais c'était encore un peu dans l'ombre. Donc on vivait un peu dans cette situation-là, en 67-68. Et après, on ne peut pas dire qu'il y a eu pour nous d'événements. C'est-à-dire on était des militants, mais à petite vitesse. C'est-à-dire on n'était pas des activistes fous. Pour nous, l'activité, surtout ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est-à-dire ce qu'on faisait dans le lycée, ce qu'on vit autour de nous, ce qu'on lisait, ce qu'on regardait. Et par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que dès qu'on commençait les événements
ce qu'on appelait les événements de 68, hein, qu'on voyait à travers la télé, à travers la radio, à travers les journaux. Bon, on a commencé à ce moment-là à acheter Le Monde tous les matins, bon, ce qui est un peu important pour nous, c'est-à-dire d'essayer vraiment de savoir ce qui se passait. Et là, on s'est dit, bon, là, il faut ça, il ne faut pas rester là, il faut que ça bouge. On était pris dans un grand mouvement, on sentait qu'on était tous pris dans un grand mouvement, et que finalement, la réaction policière, les CRS, les gaz, enfin, tout ce qui a été utilisé contre les barricades, pour nous justifier d'autant plus que nous aussi on y aille, que nous aussi on s'y mette, parce que c'était le moment d'y aller. Et donc on s'est dit, on va mettre le bahut en grève. Et le premier problème qu'on a eu, parce que nous, on en a parlé à ce moment-là à Lucien Sèvres, on était persuadés, évidemment, qu'il allait nous pousser à agir, nous pousser à partir en grève, nous pousser à faire quelque chose, et c'était exactement l'inverse. Il nous a dit non, non, c'est très dangereux, n'y allez pas, c'est aventuriste, hein, ce mouvement-là, on ne sait pas trop où ça va déboucher, il ne faut surtout pas y aller. Et à la Fédé, notre responsable des JC nous disait exactement la même chose. N'y allez pas, c'est passé quoi cette histoire? Et le seul, bizarrement, le seul qui nous soutenait à l'époque, c'était Biou, qui était donc le vieux militant du PC, mais qui était à Marseille, hein, et qui lui nous disait non, vous avez raison, ça va bouger, il faut y être. La place des communistes, c'est d'être dans ce mouvement-là et pas d'être à côté. Et donc, vous, au contraire, prenez l'initiative. Vous êtes l'avant-garde. Donc, normalement, allez-y, c'est à vous d'y aller. Mais son discours était complètement en décalage par rapport à ce que nous disaient tous les responsables à l'époque, disons, du PC, des JC, au contraire, qui voulaient faire le moins de vagues possible. Attendez, arrêtez, ne lancez pas un truc aventuriste. Le PC, c'est ce qu'il doit faire. Ne partez pas en avant tout seul. Donc, le 11 mai, on décide de mettre notre lycée en grève. Et donc, avec la JOC, avec nos collègues de la JOC, on crée un comité d'action lycéen Saint-Charles. Mais pour mettre le bahut en grève. Bon, donc, comme le PC ne voulait pas qu'on tire les tracts, c'est le père d'un copain qui nous donne ça, enfin, qui avait accès à une machine à alcool. Et donc, on fait ça sur une machine à alcool et on met le bahut en grève. Bien. Alors, il faut savoir qu'avant le 13 mai, on avait fait notre première manifestation le 1er mai. Et avec un truc particulier sur Marseille, que les manifestations sur la Canebière, le 1er mai, étaient interdites depuis plusieurs années à cause de la guerre d'Algérie. Et le 1er mai 68, c'était la première fois où il y a eu une grande manifestation, disons, pour le 1er mai. Et donc, ça, c'était déjà, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Et le 13 mai, là, c'était alors un déferlement énorme. C'est-à-dire, toute la Canebière était entièrement occupée. Nous, on s'était rassemblés à partir de la gare Saint-Charles, qui est au-dessus de la Canebière. On descendait en manifestation, les grands escaliers. C'était immense. D'ailleurs, on avait l'impression d'un déferlement. Pour nous, c'est toute la ville qui était en grève. On avait vraiment l'impression que c'était un mouvement, en gros, qui concernait tout le monde. Et finalement, tous les gens qu'on voyait autour de nous, même les commerçants, tout le monde était dans le mouvement. Parce qu'en fait, c'était pour nous un peu une découverte, parce qu'on avait l'impression qu'on se heurtait un peu à une nonchalance, à quelque chose qui ne bougeait pas. Mais en même temps, il faut bien comprendre, surtout à Marseille, qu'il y avait quand même un contexte qu'on connaissait aussi. Mais enfin, comme on n'était pas encore vraiment militant, on n'était pas au cœur de cette activité-là, mais qui était évidemment importante. C'est-à-dire Marseille est une ville qui était dominée par le Parti communiste dans les quartiers, dans les entreprises, par le Parti socialiste, enfin par la SFIO de l'époque, Gaston Defferre, qui était aussi, disons, c'était vraiment deux grands partis hégémoniques. La droite, pour nous, n'existait pas à Marseille. Pour nous, c'était naturel d'être soit socialiste, soit communiste, y compris avec les affrontements, et ça imprégnait un peu toute la vie culturelle, toute la vie politique de la ville. Il y avait toute cette structuration-là de la ville. Bon, les quartiers nord, c'était à l'époque, malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, des usines énormes, très nombreuses, disons à la fois de production alimentaire et à la fois liées au chantier, disons au port et à l'activité portuaire, donc métallurgie portuaire. Donc il y avait l'ensemble de ce contexte-là. Et finalement, ce qu'on a vu le 13 mai, à ce moment-là, c'est se lever cette population-là. C'est-à-dire ce qui était en masse et ce qui apparaissait, pour nous, ce n'était pas les étudiants. Ce n'était pas les étudiants, ce n'était pas les lycéens. Ça existait, mais ce n'était pas eux le moteur du mouvement. Ce qu'on a vu le 13 mai à ce moment-là, ce qui a aussi été d'ailleurs une des forces et des faiblesses du mouvement à Marseille, c'était la classe ouvrière marseillaise, le peuple de Marseille. Bon, et dans sa composante, disons, populaire, les quartiers, puisqu'à Marseille on parle des quartiers, et où en fait c'était les quartiers qui étaient là. Ce qui revenait aussi, c'était tout un mouvement qui partait de la résistance pendant la guerre, qui partait des années où surtout à Marseille, le Parti communiste, les militants ont eu l'impression d'être fait voler leur révolution. Parce qu'à Marseille, il y a eu quelque chose de très particulier après la guerre, après 1945, où il y a eu une insurrection 2 ans plus tard pour prendre les armes, enfin, disons, prendre les armes, tout le monde avait des armes, au contraire, chez lui, disons, pour vraiment aller plus loin et renverser, disons, le système, et y compris le mouvement qui a été réprimé, cassé, y compris par disons, la direction du PCF à l'époque.
Et donc, il y avait un peu ce refoulement-là, c'est-à-dire la volonté, disons, enfin, l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été abouti, où on n'était pas allé assez loin, l'idée de refaire le Front populaire, qui n'était pas si loin, hein. 68, 36, 68, la distance n'était pas très longue au niveau des années. Donc, il y avait tout ce mouvement-là qui était un mouvement très profond. Et donc, c'est finalement ça qu'on a vu émerger et s'exprimer, mais pour nous de manière naturelle, finalement, le jour, disons, de la manifestation du 13 mai. À partir de là, au lendemain du 13 mai, ce qu'on a décidé, nous, donc les lycéens, puisqu'on allait en assemblée générale à Saint-Charles, il y avait les étudiants, mais il y avait aussi les lycéens, on avait nos propres amphis où on faisait nos réunions, et là, on s'est dit, on ne peut pas rester à la faculté, nous sommes des lycéens, il faut trouver un lieu où on se rassemble, où on puisse agir directement. Et donc, comme il y avait quand même à Marseille un symbole très fort qui était le lycée Thiers, qui était le grand lycée de Marseille, bon, l'équivalent des grands lycées parisiens, le grand lycée bourgeois même de la ville, qui était en plein cœur de Marseille, on s'est dit ensemble, disons, on va occuper le lycée Thiers, et non seulement on va l'occuper, mais comme il porte le nom quand même, disons, de l'assassin, du fusilleur de la Commune de Paris, on va le débaptiser et le rebaptiser lycée de la Commune de Paris. Et avec encore une fois ce contexte particulier à Marseille, où disons, à Marseille, on n'avait pas l'impression de s'opposer à quiconque finalement. Nous étions la ville. Bon, le drapeau rouge flottait sur le toit de la gare Saint-Charles, un immense drapeau rouge. Bon, je ne sais pas quelle dimension il faisait, mais enfin, dès qu'on passait la Canebière et qu'on passait au Carrefour et qu'on voyait la gare Saint-Charles, c'était très rassurant de voir finalement que le plus important symbole dans la ville pendant ces semaines-là, c'était le drapeau rouge qui flottait sur la gare Saint-Charles. Et pour nous, c'était finalement, disons, la naturelle. C'est-à-dire, on était en train de faire une révolution. On avait vraiment l'impression d'être en train de faire une révolution. Pour nous, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire, c'était un mouvement qui était en train de se dérouler et où finalement, ce mouvement prenait en profondeur toute la ville et toutes les couches de la ville. Nous, par exemple, lorsqu'on occupait le lycée, malgré tout, comme on savait qu'il y avait des nervis gaullistes ou fascistes qui pouvaient traîner, on organisait des gardes de nuit, des rondes de nuit, on montait sur les toits, on avait, disons, des barres de fer et puis des manches de pioche pour se dire, on ne sait jamais s'il y a des fascistes qui arrivent, il faut se protéger. Mais tout ça était très limité. Il n'y avait pas de lieu d'affrontement, il n'y avait pas de confrontation. Avec le fait, évidemment, aussi, que petit à petit, de mi-mai à la fin mai, la vie tournait de plus en plus au ralenti, évidemment, puisqu'il n'y avait plus d'essence. Donc les approvisionnements se faisaient de moins en moins. Et donc il y avait une ville aussi. Alors à l'époque, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui, mais où finalement tout le monde marchait à pied, tout le monde discutait, tout le monde parlait d'un tas de choses. Puis on avait l'impression en même temps de quelque chose d'assez serein, mais aussi une sorte de libération qui se passait. Alors évidemment, la vision qu'on en avait nous correspondait aussi au point de vue qu'on avait. C'est-à-dire, forcément, il y avait des quartiers, il y avait des gens qui vivaient pas ça de toute la même manière, évidemment, puisque nous, on était un peu au cœur de ce qui se passait. Et donc, en fait, ensuite, donc, ça s'est déroulé normalement. Et après, la seule chose qui a été un peu un petit déclic, c'est lorsqu'il y a été lancée l'initiative de faire une rencontre nationale des comités d'action lycéens. Et donc, on était bien plus tard, là, de ce fait, on était début juin. Et où donc on est monté, moi je suis monté donc comme délégué des comités d'action lycéens avec un autre camarade, donc on est monté à deux à Paris pour l'Assemblée générale. On avait été averti qu'il y avait quelque chose qui se faisait en parallèle de la part des comités d'action lycéens dirigés par les JC. Enfin pour nous ça n'avait aucune importance, on ne se sentait pas concernés. Et donc on a essayé avec donc un camarade à moi, un copain, donc de monter à Paris. Alors c'était assez épique parce que on essayait de faire du stop jusqu'à Avignon. On avait mis je ne sais pas combien de temps pour arriver jusqu'à Avignon. Après, on était allé à la gare, on a trouvé un train qui passait. Et puis, sans payer, évidemment, on a réussi à monter à Paris. C'est-à-dire, en gros, c'était un peu... Pour nous, c'était un peu une aventure, mais enfin, bon, une aventure paisible, encore une fois. C'est-à-dire, ça n'avait rien d'héroïque et rien de particulier. Et donc, on est arrivé à Paris, où là, c'était beaucoup plus compliqué. D'abord, il y avait la tension, il y avait les CRS. On est arrivé à Sancier. Bon, là, on avait croisé Najman et puis, disons, ceux qui organisaient un peu le travail au niveau des comités d'action lycéens. Et donc, on a très vite compris qu'en fait, il allait y avoir deux congrès, deux assemblées générales. C'est-à-dire une des comités d'action lycéens, et puis une organisée. Il y avait une réunion parallèle à Fontainebleau, je crois, organisée par le Parti communiste. Et pour nous, il n'y a eu aucun problème. C'était évident que nous, on était dans le mouvement des comités d'action lycéens, et sûrement pas avec le Parti communiste et les JC. Et donc après, on est redescendu à Marseille. Et évidemment, la conséquence concrète, ça a été le fait qu'on a été convoqué, reconvoqué. Et puis après, sans même qu'on le sache, on a été expulsé, évidemment, des JC. Et puis après, petit à petit, comme on travaillait quand même avec un ou deux camarades qui se réclamaient de la JCR, bon, dont Pierre Granet,
qui lui à l'époque était à Marseille. Et donc on a été intégré à ce moment-là, puisqu'on était intégré, hein, on n'adhérait pas, on a été intégré donc à la JCR, mais au moment de sa dissolution pratiquement. Donc c'était donc autour du 16-17 juin, où là on a été intégré à ce moment-là à la JCR. Mais et là encore, pour nous, c'était le phénomène normal. Et pour nous, d'ailleurs, passer des JC à la JCR, c'était finalement rajouter une lettre qui correspondait à la réalité. C'est-à-dire pour nous, les JCR, c'était des jeunesses communistes révolutionnaires. C'est-à-dire c'était la logique, de toute façon. Et pour nous, tout ça était le même mouvement. C'est-à-dire c'était pas un autre courant pour nous. Pour nous, c'était le même mouvement, le même courant. Et donc, c'était logique que l'on s'y retrouve. Et donc là, à partir de là, évidemment, on peut dire que la vie a basculé. C'est-à-dire que ma vie a basculé, mais que la vie a basculé tout court. C'est-à-dire on s'est retrouvé investi dans un mouvement où à la fois, il y a eu petit à petit, disons, la fin de 68, puisqu'à ce moment-là, il y a eu malgré tout le bac qu'il fallait passer, puisque le bac n'avait pas été supprimé, il avait été un peu reporté de manière particulière en 68. Donc il a fallu à la fois, malgré tout, revenir un peu dans la réalité, mais en même temps, on a continué à baigner entièrement dans ce climat-là, dans ce mouvement-là, dans la suite et dans les mois qui ont suivi. Il y a eu à ce moment-là les événements de Tchécoslovaquie, après, pendant le mois d'août, et donc on avait l'impression, et c'est ce qui m'a continué à être mon impression pendant pas mal de temps auparavant, qu'on était toujours dans la même situation. C'est-à-dire, pour nous, ça ne s'était pas arrêté. Bon, la grève s'était arrêtée, tout le monde avait repris le travail, il y avait eu le bac. Bon, tout ça, ça s'était arrêté, mais on avait l'impression d'avoir acquis une dynamique, un mouvement qui, lui, ne s'arrêtait pas. Et bizarrement, du coup, je n'avais pas d'amertume sur le fait que 68 se soit arrêté. C'est-à-dire, bon, c'était un petit peu le thème, d'ailleurs, du livre, disons, mais 68, une répétition générale. On avait tous l'impression que, disons, il y avait eu la fin d'un acte, mais qu'on était en train de commencer l'acte suivant. Et que finalement, il n'y avait pas, disons, tout ça n'était pas retombé, ça allait redémarrer, ça allait repartir. Et tout ce qu'on faisait nous donnait cette impression-là. Donc il y avait des manifestations, il y avait... À ce moment-là, le lycée, évidemment, n'était plus notre lieu d'occupation, mais il y avait un grand local de l'Assemblée générale des étudiants, l'AGEM, qui était le local de l'UNEF à Marseille, qui était en plein sur la Canebière. Et ce lieu était devenu le rassemblement des gauchistes de Marseille. Donc on y passait, disons, aussi beaucoup de temps, et y compris les manifestations, lorsqu'elles se déroulaient, de fait, et qu'elles étaient là, par contre, commençaient à être poursuivies par les flics, là, concrètement, on se réfugiait dans la GEM. Et même de manière anecdotique, quelque chose qui est assez rigolo, c'est que c'est au même moment qu'est sorti le film La Bande à Bono, à la rentrée 68, et à un moment donné, on avait fait une manifestation, on avait été, de fait, chassés par les flics, et on s'était réfugiés toute une nuit dans la GEM, en mettant des drapeaux rouges, disons, sur les fenêtres, et dernière séance du soir, les gens, en sortant du cinéma qui était en face de la bande d'Abono, avec donc choisi, enfin, tout ce qui s'était passé, trouvé en face d'eux une AGEM, où il y avait les flics devant l'AGEM et des drapeaux rouges aux fenêtres, donc reproduisant un effet de miroir, finalement, ce qu'ils avaient vu à la fin du film. Tout ça était, bon, évidemment anecdotique, un peu, très anecdotique même, mais disons, on baignait un peu dans ce climat-là, où pour nous, de fait, il y avait une continuation, il y avait un mouvement qui continuait, et où, disons, on voyait qu'on était parti pour longtemps, mais avec un enthousiasme, une énergie qu'on puisait dans la légitimité de ce qu'on faisait. Et petit à petit, tout commençait à se rassembler, c'est-à-dire les aspects, disons, sociaux, les exigences sur l'éducation, parce qu'on était beaucoup marqué sur ces questions-là, contre, disons, le racisme, contre le fascisme, l'aspect international. Tous ces thèmes-là se mélangeaient entre eux. Pour nous, tout ça, c'était la même chose. Il était clair que le mouvement dans lequel on était engagé était un mouvement qui allait balayer tout ça, à l'Est comme à l'Ouest, évidemment aussi, puisqu'on était marqué, là encore une fois, par la Tchéco, par, disons, les troupes soviétiques, les chars. Et pour nous, on était vraiment partie prenante d'un mouvement qui prenait tout ça en compte et qui allait permettre de renverser tout ça et d'avoir une société, disons, sociale, libérée et humaine.